l'invitation. Je vais faire une intervention un petit peu chapeau par rapport au sujet, qui parle plus précisément de la question de la sobriété foncière. Vous savez qu'on est en plein dans cet enjeu-là, et d'autant plus en Haute-Garonne, et bien entendu sur le territoire du citoyen. Et en fait, toute la difficulté de la chose, c'est que effectivement, on est en contexte de sobriété foncière, notamment pour des considérations environnementales, mais également législatives. Il faut savoir qu'en Haute-Garonne, on est 1,4 million d'habitants. La Haute-Garonne, c'est le département qui compte une métropole qui a la plus grosse croissance démographique de France. On artificialise en Haute-Garonne à peu près 1000 hectares par an. Donc c'est vrai qu'on est quand même sur un contexte très très tendu. Et donc actuellement, effectivement, on a tout un accompagnement législatif qui tend à lancer la question de la sobriété foncière. Alors la sobriété foncière, c'est bien joli, c'est une grande nécessité. Mais dans la sobriété foncière, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue économique? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la qualité d'habitat? Est-ce qu'on habite bien? Est-ce qu'on habite mieux dans un contexte de sobriété foncière? Et la sobriété foncière, est-ce qu'elle est compatible aussi avec la personnalité, l'identité de nos territoires, de nos communes? Compliqué tout ça. Donc, je vous propose de faire un petit tour d'étape autour de ces enjeux-là, sachant qu'on n'a pas forcément de réponses, mais on veut essayer d'amener quand même un certain nombre de questionnements et d'illustrations qui peuvent montrer comment est-ce qu'on peut viser cet objectif de qualité, ces objectifs de qualité, dans un contexte général où il faut faire attention à la façon dont on urbanise et de façon plutôt sobre. Alors rapidement, pourquoi sobriété foncière? La ville compacte, elle permet quand même beaucoup de choses intéressantes. C'est qu'elle permet de faire certes des économies d'énergie, elle lutte contre l'étalement urbain, on consomme moins de sol, on protège les espaces naturels et agricoles, on a potentiellement de nouveaux logissements fonciers, c'est-à-dire qu'on peut mobiliser déjà là. Ça permet aussi de renforcer les centralités existantes, c'est-à-dire qu'on a passé 40 ans à l'étalement urbain, on a déstructuré un peu les territoires, on a vidé les centres-villes. La sobriété foncière, si on se recentre, quelque part, peut-être aussi une opportunité pour redorer un peu le blason, redonner un nouvel élan aux centralités existantes. Et puis évidemment, on est sur un principe fondamental des documents d'urbanisme, donc c'est ce qui sous-tend la plupart du temps la conception des SCOT, des PLU, des PLUI, etc. Tout ça dans un cadre plus large qui s'appelle le SRADET, le schéma régional d'aménagement du territoire. Ça, c'est l'ancienne version. Alors, moi je voudrais juste illustrer ces enjeux de sobriété à 3 niveaux d'échelle, sur trois entrées. La première, c'est la question de la densification du tissu pavillonnaire. Alors, ça tombe bien parce qu'ici, on a quand même une large part de l'habitat qui est du pavillon. Donc ça, c'est la première partie de mon intervention. La deuxième, c'est plutôt sur la question de la mobilisation du déjà là, donc du bâti existant, comment est-ce qu'on refait la ville sur la ville. Donc là, c'est que je m'inscris plutôt dans le contexte du zéro artificialisation nette. Je ferai un petit quelque chose là-dessus. Et ensuite, la dernière partie, elle consistera plutôt, pardon, je prends mon pamphlet, il est là. Oui, voilà, pardon. À travailler sur la question de la qualité des extensions urbaines. Alors, on est ici aussi, idem dans le Sicoval, vous savez qu'on a beaucoup de zones AU à urbaniser qui restent encore en portefeuille. Et finalement, sur ces extensions urbaines, on ne va pas arrêter de construire du jour au lendemain. On a quand même une nécessaire qualité d'opération. On voit que ça part un petit peu à volo, où finalement, on a l'économique qui prend le pas sur le qualitatif. Donc là, je montrerai quelques exemples au niveau de ces extensions urbaines. Alors, premier volet, densification du tissu pavillonnaire. En fait, le danger, c'est que l'opportunité se transforme en opportunisme. C'est-à-dire que finalement, quand je fais une division parcellaire, chacun va trouver midi à sa porte et va se dire ça y est, c'est la poudre d'or, j'ai le droit de construire supplémentaire. Et finalement, c'est une forme d'opportunisme. Et tout ça, souvent, ça rentre un peu en conflit avec la question du bien commun. Est-ce que tout ça, ça fait une qualité collective? Donc, effectivement, la densification pavillonnaire, ça permet de restructurer des quartiers existants, de répondre à une demande en logement individuel, d'améliorer les qualités de services de proximité. Mais si l'intérêt économique individuel
n'est pas toujours compatible avec un collectif maîtrisé. Il doit être forcément raccord avec cet intérêt, avec ce projet collectif équilibré et vertueux. Alors tout ça c'est bien joli, mais comment est-ce qu'on fait? Il y a forcément la nécessité d'avoir une maîtrise de tout ça. On ne peut pas donner des droits à construire, de dire aux gens, faites des divisions, faites des extensions, des surrélations, etc. Et puis débrouillez-vous. Alors, il peut y avoir plusieurs approches, bien sûr, mais à notre sens, il nous semble important d'avoir une densification choisie. Et elle passe la plupart du temps par le fait de faire un diagnostic qui consiste à identifier les parcelles qui sont potentiellement mutables. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de donner des droits à construire dans certains endroits? Ça va permettre de définir un potentiel de mutabilité dans le temps. C'est-à-dire que, par exemple, là, en rouge, on peut imaginer tout ce qui pourrait être susceptible de bouger en termes de densification urbaine par voie de division parcellaire. Quand on a identifié ce potentiel, il faut que derrière, on mette un petit peu d'ordre là-dedans. C'est le point numéro 3. Donc on peut faire des scénarios de densification, qui peut être progressif, maîtrisé, et qui peut être ensuite derrière traduit réglementairement, c'est le point 4, dans le plan local, dans le règlement d'urbanisme. Donc tout ça pour dire qu'il ne suffit pas juste de lâcher la bride du règlement d'urbanisme pour lancer une densification pavillonnaire. Ça nécessite quand même un petit peu de maîtrise collective qui trouve sa traduction réglementaire dans le document d'urbanisme. Ça, j'insiste là-dessus parce que souvent, c'est pas du tout fait dans les collectivités. Juste sur ce volet-là, il y a eu une expérience BIMBY. Donc BIMBY, c'est construire chez soi. Je fais à la française. Il y a eu une expérience BIMBY à Vigoulé. Alors, vous avez sûrement dû en entendre parler. Vous avez peut-être plus d'informations que moi là-dessus. Mais c'est une démarche qui est une forme de labellisation, quelque part, qui permet d'accompagner méthodologiquement les projets de densification. Et donc sur Vigoulé, par exemple, ce qui était intéressant, c'est que en fait, il y avait des projets de division parcellaire, de création de logements qui étaient faits plutôt sur un côté opportuniste, en tout cas pas forcément concertés collégialement. Ça a donné lieu à pas mal de mouvements citoyens là-dessus, ce qui a abouti d'ailleurs à un changement des municipalités. Et puis, ce collectif donc, a pris la mairie et ça a donné lieu notamment à l'organisation d'une démarche, cette démarche BIMBY, qui consistait à organiser justement les divisions parcellaires et la densification de ces parcelles. Juste pour avoir quelques chiffres sans aller dans les détails, il y a eu des permanences avec des architectes qui ont été organisées. Ça a permis, il y a eu à peu près entre 60 et 80 entretiens. Vous avez des propriétaires qui étaient intéressés. Des scénarios se sont dégagés, il y a eu une traduction dans le PLU, et donc ça a abouti à peu près à une centaine de projets de construction qui sont arrivés dans ce cadre-là. Le coût pour la collectivité, les accompagnements des porteurs de projets, c'est environ 40 000 €. Donc la démarche elle est forcément questionnable, elle n'est peut-être pas optimale, mais ça donne quand même une petite idée de la façon dont les choses peuvent peut-être s'organiser, notamment là, en l'occurrence par la démarche BIMBY. Alors on peut faire de la densification pavillonnaire sans faire du BIMBY, c'est obligatoire. Donc voilà, ça c'était sur le premier volet rapide sur la densification pavillonnaire. Alors le deuxième volet, c'est la valeur du zéro artificialisation nette. Comment est-ce qu'on fait pour mobiliser le bâti existant? Alors ça c'est vraiment un enjeu purement d'actualité, puisque au niveau du ZAN, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, l'objectif de consommation de foncier, c'est moins 50% à l'échéance 2031, sachant que les SCOT et les PLU doivent être rendus compatibles avec cet objectif-là à l'horizon 2025-2026, donc ça va très vite, c'est l'objet notamment de pas mal de révisions à l'heure actuelle. Et à l'horizon 2050, c'est zéro artificialisation nette, c'est-à-dire qu'on consomme un hectare, on compense un hectare. Au mieux. Donc tout ça, ça ouvre la porte finalement à la façon dont on peut mobiliser le foncier existant. Et donc construire la ville sur la ville, tout ça c'est bien joli, mais vous savez bien que c'est toujours moins cher de construire sur une parcelle qui n'est pas endettée, c'est-à-dire une parcelle nue, que sur une parcelle qui a déjà un bâti existant. Quand vous comptez la déconstruction, la démolition, la dépollution, etc.,
le temps que vous ayez votre foncier à zéro, ensuite vous faites des coûts de construction, en fin d'opération, vous avez un mètre carré habitable sur le marché, qui souvent est au-delà du prix du marché. Donc tout ça pose la question de la nécessaire intervention de la puissance publique, de l'argent public, pour justement rendre ces opérations économiquement viables. Donc le ZAN amène ces enjeux-là. Rapidement, au niveau du ZAN, il y a plusieurs objectifs, mais en tout cas, il y a 3 façons de l'atteindre. D'abord, c'est d'éviter la consommation foncière. Donc on évite en réinvestissant les centres anciens, en requalifiant des bâtiments publics privés existants. C'est le cadre vert. Je vais prendre quelques exemples tout à l'heure sur ce seul entrée-là. Donc c'est l'éviter. Le deuxième volet, c'est le réduire. C'est-à-dire que quand j'artificialise, ben, je fais en sorte d'utiliser le portefeuille foncier de la façon la plus rationnelle possible. Donc ça, c'est ce que j'aborderai en fin de l'intervention. Et puis ensuite, le dernier volet, c'est je peux compenser, c'est-à-dire que je peux restituer une surface en pleine terre. Ah, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Voilà. Je ne vous parle même pas d'économie du compenser. Alors, j'ai pris quelques exemples, il y a 3-4 exemples pour vous montrer ce qui peut se passer. Par exemple, à Bérat, il y a une opération là, qui est sortie. Alors, les 3 exemples, c'est plutôt des exemples qui montrent des typologies et des envergures différentes selon les projets. Donc à Bérat, c'était la transformation d'un ancien hôtel en logement et commerce. C'est une maîtrise d'ouvrage communale. La commune décide de faire porter l'opération par l'établissement public foncier Occitanie, le PFO. Donc ils font du portage pendant 5 ans maximum, ils mènent les études, ils font les travaux, et ensuite ils rendent, en tout cas ils vendent l'opération à un porteur, en l'occurrence ça revient dans l'escarcelle de la commune. C'est pas obligatoire, hein. La commune n'est pas obligée de reprendre à la suite. Mais par contre, il y a l'obligation, quand c'est une convention, de trouver un porteur à l'échéance du projet. Donc là, Bérat, ce qui est intéressant, c'est qu'on transforme un ancien hôtel en 5 logements locatifs sociaux. Donc là aussi, on répond à l'objectif de créer des logements. Et c'est une petite opération qui est intéressante parce qu'elle permet aussi de redynamiser un petit peu le centre ancien, puisque ça permet en rez-de-chaussée par un aménagement de réinstaller une petite épicerie, là, le Vival. Donc voilà, sur la redynamisation d'un petit cœur de ville, on a cet exemple-là qui est assez intéressant et qui s'inscrit pleinement finalement dans les objectifs du ZAN. Vous allez me dire, ça existe depuis longtemps, ça. Ben oui, mais sauf que là, ça fait partie des exemples qui seront encore plus d'actualité. Alors, le deuxième exemple est dans le Gers. Dans le Gers, on a un bâti rural qui est transformé en habitat partagé. Ça, c'est intéressant parce qu'on a dans toutes les communes souvent des bâtisses qui sont quand même de très grande envergure. Et souvent, ce patrimoine-là, la collectivité n'a pas forcément les moyens de le mobiliser, de le remettre sur le marché. Et les investisseurs privés, souvent, non plus. Ou alors, ça devient quelque chose qui a oublié une logique économique ou territoriale que peut-être pas forcément la plus pertinente. Donc là, on a un projet qui fait 400 mètres carrés d'emprise. Et on a un groupe d'habitants qui se réunit pour à la fois acquérir, lancer des études et faire des travaux sous la forme d'une société civile d'attribution, une SCA. Et donc finalement on est sur une propriété partagée collective. Sur la rénovation, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur le label bâtiment durable Occitanie, donc en termes de qualité architecturale, on est quand même sur du haut niveau, et avec un label BVC. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, donc on est sur un modèle d'habitat participatif, c'est que le rôle de la collectivité là-dedans, il a consisté aussi à organiser des réunions publiques pour essayer d'étoffer le noyau dur des porteurs de projets, pour qu'il y ait encore plus de participants à cette opération-là et pour qu'elle devienne viable. Donc là, on se retrouve finalement avec un projet qui va créer un certain nombre de logements dans un bâti ancien et qui à la fois redynamise un secteur, crée du logement et valorise le patrimoine ancien. Alors un autre exemple ici, on est à Cahors, où on a une démolition et reconversion de friches. Donc là aussi sur les friches, on a pas mal de gisements là-dessus sur les friches.
Là, en l'occurrence, c'était des anciens locaux d'Emmaüs. Il y a 1875 mètres carrés de surface de plancher, c'est quand même assez conséquent. C'était une opération lourde, parce qu'en fait, elle est quand même, c'est un site qu'il a fallu désamianter, dépolluer, démolir. On est dans un périmètre ORT, et l'objectif sur ce projet-là, c'est essentiellement de créer des bureaux, donc ce sera une EDIS, et un certain nombre de logements sociaux. Donc là, on se rend bien compte, alors il y a un portage aussi, EPF, mais ce qui est intéressant avec cette opération-là, c'est de se dire qu'effectivement, on est sur un site qui est lourdement endetté au niveau de ses occupations précédentes, et si on veut le remettre sur le marché, on est obligé là aussi d'avoir de l'argent public dans un cadre bien accompagné pour pouvoir imaginer une deuxième vie sur un site qui, la plupart du temps, n'aurait pas pu muter jusqu'à présent. Donc voilà un exemple ici, et oui, j'avais un quatrième exemple. Alors celui-là, il est intéressant aussi parce que c'est un autre niveau d'échelle. Donc là, on est dans le Tarn. Et ce qui est intéressant sur ce projet-là, c'est qu'on est ici sur un domaine là, qui est acquis par la mairie. Donc c'est une parcelle qui est en face de la mairie, il y a une maison de maître et la parcelle est fait 9000 mètres carrés. Et ce qui est intéressant dans cette commune, c'est qu'en fait, cette commune, elle n'a pas vraiment de centralité qui est organisée. Donc là, il y a un vrai enjeu d'aménagement de l'espace public, d'aménagement urbain. Et l'intérêt, c'est que finalement, dans cet objectif de structurer, de densifier le centre du village, la commune, avec le portage de cette opération, elle arrive à la fois à faire un parc habité, créer des logements, une crèche, des espaces publics, elle garde la maison existante, et en même temps, elle en profite pour, ce qu'on voit un petit peu sur le plan, pour organiser un certain nombre de maillages, à la fois entre la parcelle et les équipements publics, mais aussi autour du résidentiel qui est tout autour, pour les décloisonner et les rapprocher à la centralité qui est certes bénie, mais au moins signifiée par la chapelle et la mairie. Donc tout ça pour dire que quand on fait aussi de la mobilisation de bâtis existants, ça peut être l'opportunité aussi pour reconfigurer une structure urbaine. Voilà. C'est des choses qui sont souvent assez difficiles. En tout cas, c'est des cas qui arrivent régulièrement par chez nous, notamment vu la petitesse de nos communes, qui sont souvent l'héritage, notamment dans l'Oraguais, d'anciens domaines, et donc effectivement la centralité elle est souvent assez peu lisible, assez peu constituée. Donc voilà pour la partie mobiliser le foncier ou le bâti existant. La troisième entrée, elle consiste plutôt à travailler sur la question de la qualité des extensions urbaines. Donc en gros, des lotissements, même si on n'est pas que sur de l'habitat individuel. Alors là, moi, je m'appuie essentiellement sur une édition que l'on a pu sortir au CLUE à destination des élus et des collectivités de Haute-Garonne. On l'a sorti il y a un an à peu près. Et elle fait l'objet également d'un cycle de formation pour les élus, qu'on mène avec Garonne Ingénierie. L'idée de ce guide de référence, c'est de montrer effectivement un certain nombre de particules en termes de qualité d'extension urbaine, et surtout de les illustrer avec des projets qui sont en Haute-Garonne. Donc j'ai fait un bref récapitulatif de tous ces enjeux-là et de ces exemples. Ce que l'on veut faire passer comme message, c'est que la question de la qualité des extensions urbaines, elle passe notamment par le fait de comprendre et de s'inscrire dans un contexte. Quand on construit quelque part, on s'inscrit dans un milieu, dans un déjà-là. Donc le déjà-là naturel est important. Quand on fait une construction, une extension urbaine, on doit tenir compte, par exemple, du parcelle agricole, de l'identité bâtie, des formes urbaines existantes, du réseau hydrographique, l'identité végétale, etc., etc. La topographie, là, ici, on est en secteur où il y a beaucoup de pentes, on ne s'inscrit pas n'importe comment dans la pente. Donc, le déjà là, s'inscrire dans le contexte, c'est un volet important dans la fabrique des extensions urbaines. Alors, quelques exemples par rapport à cette prise en compte du contexte. Par exemple, là, vous êtes à Avignonnet. À Avignonnet, vous avez une opération ici de construction qui s'inspire beaucoup de l'architecture vernaculaire. Donc, vous voyez, ça c'est opération récente, ça c'est tissu ancien.
intéressant en termes de prise en compte des identités bâties. En termes d'identité architecturale, là on est à Merdine. Vous avez ici un habitat groupé qui finalement est une vraie réinterprétation contemporaine de l'architecture de la maison maraîchère. Donc là aussi, on peut avoir ce genre de rappel. Il ne faut pas non plus tomber dans le systématisme, mais ce sont des choses qui existent. Alors là, sur ce projet, c'est intéressant, vous voyez, c'est le point de vue architectural. Je vous passe la qualité de traitement des espaces publics. On se concentre sur certains éléments. La prise en compte, par exemple, des trams verts et bleus. Donc, il y a une opération à Gardouche dans les années 90 où, effectivement, dans l'extension urbaine, on fait conservation du fossé pour la gestion de l'eau, on reprend la trame parcellaire pour prolonger les trames vertes. Ça fait partie des choses qui contribuent à la qualité d'une opération. ADEME, sur la droite de la diapositive, c'est une urbanisation nouvelle qui vient finalement en contraste avec l'ancienne. C'est-à-dire qu'ici, on est sur une bastide en circulable. Donc, ce qui est en noir foncé, c'est le bâti existant, le bâti ancien. Et puis l'opération d'extension, c'est ce qui est ici en grisé. On se rend bien compte que finalement, on va reconstituer, on va continuer le tissu bâti existant pour garder la trame ancienne. Et finalement, on se retrouve avec quelque chose qui est assez raccord finalement avec l'identité urbanistique, architecturale du village. Le deuxième volet sur l'extension urbaine, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut préciser le programme de l'opération. C'est important d'avoir des programmes d'opération qui soient même relativement complets. Alors, qu'est-ce qu'on entend par préciser le programme de l'opération? C'est par exemple de concilier l'agrément et l'intimité. La plupart du temps, on fabrique de l'habitat, d'autant plus quand on construit en contexte dense, où finalement la question de l'intimité des habitants, elle est souvent mise de côté. Donc, par exemple, la situation à Haute-Rive, comment est-ce qu'on peut faire de la mitoyenneté avec, pourquoi pas, des jeux de décalage pour limiter les vis-à-vis? Ça passe aussi des fois par la découpage du parcellaire. Quand vous avez un parcellaire, vous avez la maison au milieu du terrain, vous avez beaucoup plus de vis-à-vis que si vous êtes sur des maisons en bord, finalement, vous limitez les vis-à-vis. Donc ça aussi, dans le découpage du parcellaire, cette question-là, elle est importante dès la conception du programme d'extension urbaine. On a d'autres exemples. S415, là, on a des constructions en L. Donc le L aussi, a permis d'avoir aussi des contre-espaces qui permettent de l'intimité. Ou alors des choses des fois toutes bêtes, c'est-à-dire qu'entre les terrasses, vous avez une petite protection sur une légère partie de la limite séparative, qui est sur un mur maçonné, qui permet tout simplement d'avoir un petit peu d'intimité au niveau de la terrasse. Ça passe aussi par la promotion de la diversité de l'habitat, c'est-à-dire que c'est important aussi dans les opérations d'aménagement, on puisse avoir à la fois des tailles variées, on puisse avoir différents types de logements, avec par exemple de l'accession libre ou de l'accession sociale, ou locatif, et puis aussi par des typologies, parce que finalement tout ça, ça favorise la mixité de l'habitat, donc la mixité et le parcours résidentiel des habitants. On ne fait pas des logements qui sont destinés qu'à une seule catégorie ou un seul type de population. Donc, voilà, ça permet aussi de pouvoir fixer les habitants tout au long de leur parcours de vie. Bon, on a d'autres exemples aussi en termes de programmation. Là, on est sur l'exemple de Saint-Sulpice sur l'Aise. Donc, sur les 4 exemples, Saint-Sulpice, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a une opération d'extension urbaine ici. Alors, elle est intéressante parce qu'elle est à la fois de taille raisonnable par rapport à la bassine. Ça, c'est important. Des fois, vous avez des extensions qui sont gigantesques et qui viennent écraser complètement le tissu existant. Vous avez un déséquilibre terrible. Donc, la question de la taille de l'opération par rapport au déjà là, elle est importante. Et la question évidemment de la proximité. Essayer de bâtir à proximité des aménités, des services et autres, c'est important. C'est important également aussi de pouvoir prolonger des trames vierges. C'est-à-dire qu'on s'inscrit, on ne va pas décorréler du tissu existant, on vient essayer de raccrocher. On crée des tunnels, on crée des cheminements, on crée des voies de circulation qui permettent justement de raccrocher les extensions à l'existant. Et puis, c'est aussi de densifier plutôt à l'harmonie avec l'existant. Donc là, c'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire qu'on retrouve ici, quelque part, finalement, un dessin urbain qui est, quelque part, un rappel de la trame orthogonale, de la trame massillaire. Donc ça aussi, c'est intéressant aussi de ne pas avoir de cassure forte par rapport au déjà. La troisième partie, c'est la question des espaces publics.
souvent c'est un peu l'impensé des extensions urbaines. La qualité de l'espace public, c'est un élément fort. Alors, la PUM va en parler beaucoup mieux que moi tout à l'heure, mais en tout cas sur ces éléments-là, sur les espaces publics par exemple, sujet important, maintenant des clôtures. Ça aussi, dans l'intégration à un site, c'est quand même pas une mince affaire. Oui, par exemple, quand on plante sur l'espace public devant la limite séparative, ben, ça donne des exemples intéressants. Donc ça, c'est à Bruguière. On peut aussi, sur des opérations, faire du préverdissement, c'est-à-dire que vous vendez des parcelles qui sont déjà plantées. Quelque part, sur le bilan de l'opération et sur les prix de sortie du logement, c'est quantité négligeable. Mais au moins, vous êtes sûr, en tant qu'élu ou en tant que citoyen, de pouvoir avoir des extensions qui soient directement, quand même, assez bien traitées au niveau des limites séparatives et bien intégrées localement. Il y a aussi la question du traitement des eaux pluviales, bien entendu, alors plutôt en surface. On voit des exemples à Péchabou, à Balma, à Carbone ou à Grenade, où là, effectivement, on se rend compte que la question du traitement des eaux pluviales, ça peut aussi donner lieu à l'aménagement de promenades, mais aussi, pourquoi pas, d'espaces publics. Donc ça, voilà, c'est toujours bien de les intégrer. Souvent, qu'est-ce qu'on a? On a une clôture, un bassin avec une forte pente, le plastique noir, et voilà, c'est traité comme ça. C'est quand même un peu pauvre. Là, je ne vais pas aller sur la quatrième partie dans le détail, mais en tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que la qualité de l'extension urbaine, elle ne passe pas en faisant les choses tout seul. C'est-à-dire qu'on ne dit pas à un promoteur, débrouille-toi, et puis moi, je verrai si je te donne le permis. Ça passe par un jeu d'acteurs. Il y a évidemment des élus, des habitants, des opérateurs, une ingénierie publique qui existe. Il y a évidemment des propriétaires ou des établissements publics fonciers. Il y a bien entendu la place des concepteurs, et puis bien sûr de ceux qui construisent, les artisans, les techniciens, les gestionnaires. Et là, je vais plutôt faire un petit focus sur la question des concepteurs, notamment dans leur rôle des études préalables jusqu'à la réalisation. Trop souvent, on a des opérations d'aménagement sur lesquelles le métier de la mobilisation des concepteurs, ce que j'appelle les concepteurs, c'est des architectes, des urbanistes, des paysagistes, des bureaux d'études techniques comme ingénierie VRD ou des architectes conseils, sont souvent largement absents. Or, une opération souvent de qualité, elle mobilise ces métiers-là tout au long de l'opération, des études préalables, en passant par les travaux de conception, jusqu'à la maîtrise d'œuvre, et ensuite jusqu'à la construction finale, c'est-à-dire jusqu'au suivi du permis de construire. Donc voilà, le rôle des concepteurs il est quand même très important, et quand on lance, en tout cas quand on reçoit des projets d'extension urbaine, c'est toujours important d'avoir aussi un dialogue par rapport aux porteurs de projet, le promoteur, le lotisseur, peu importe, pour bien s'assurer, pourquoi pas être exigeant sur le fait d'être quand même bien accompagné avec un certain nombre de concepteurs. S'il ne le fait pas, c'est peut-être bien aussi de les mobiliser en amont quand on fait des documents d'urbanisme, parce que ça permet aussi d'avoir un certain nombre de garde-fous par rapport aux porteurs de projet. In fine, quelque part, quand on est décideur, ce qui est important, c'est de comprendre la réalité économique de l'aménageur. C'est-à-dire que quand vous êtes un élu et que vous recevez un promoteur, ce qui est important, c'est de savoir comment est-ce qu'il raisonne. Un promoteur, c'est simple, un lotisseur, il fonctionne avec un compte à rebours. Donc, il y a toujours des recettes, c'est effectivement le produit de la vente, c'est combien il va vendre au mètre carré sa surface, et en face de ça, il va mettre ses dépenses. Il y a des coûts d'aménagement, des coûts de construction, des frais divers, les frais de notarié, les tuiles, etc. Il y a sa marge, et à la fin, il y a la charge foncière admissible. Parce que la charge foncière, elle est toujours calculée quand tout ça est posé. C'est-à-dire que le promoteur vous donne un prix d'acquisition du terrain, quand il connaît ça, et tout ça. Donc, quand on est un élu, si on arrive à avoir une petite idée, vous n'aurez jamais un bilan de promoteur, mais si vous arrivez un petit peu à l'esquisser, ça vous donne quand même une idée de ce que vous pouvez, en tant qu'élu, entre guillemets, négocier dans la qualité de l'opération qu'il vous présente. Si vous pensez qu'il a un prix de sortie important et que là-dessus, finalement, en coût de construction, coût d'aménagement, il n'y a pas grand-chose, vous pouvez dire que finalement, il y a peut-être des points de qualité que j'ai vu précédemment sur lesquels il ne faudra sûrement pas lâcher. Voilà. Alors, encore une fois, s'il y a des droits à construire, s'il veut y aller, vous serez obligé quelque part de donner le permis de construire. Mais enfin, quand même, l'urbanisme, c'est de la négociation aussi, et surtout. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait aussi ce guide, c'est pour donner à la fois des grands principes de qualité d'aménagement,
et en même temps aussi de pouvoir engager un dialogue avec les professionnels et avec les élus pour essayer d'accompagner le mouvement. Voilà pour la volonté, le caractère, la pression citoyenne, mais sûrement pas l'arsenal législatif. Tout est histoire d'envie et de volonté. Après, ça ne fait pas tout. Et au-delà du PLU, effectivement, vous avez le droit de construire. Ça va être difficile de refuser un permis, même si le projet est de pied de qualité. Donc tout l'intérêt quand même de bien travailler en amont sur les grands enjeux, les caractéristiques de son territoire, pour qu'elles soient traduites dans le document d'urbanisme. Pourquoi pas d'ailleurs sous forme d'orientation d'aménagement et de programmation, d'OAP. Même si les OAP ne font pas tout, ça peut déjà commencer à donner un certain nombre d'enjeux qui vont guider un certain nombre d'axes qualitatifs. Alors après, attention au danger des OAP qui soient trop fines. Parce que quand vous faites des OAP trop fines, ça veut dire que votre porteur de projet, derrière économiquement, des fois, il ne s'y retrouve pas. Donc il y a des collectivités qui font des OAP extrêmement précises, très ambitieuses, et en face, vous avez des investisseurs qui disent, mais attendez, il n'y a pas de réalité économique. Moi, si je construis en suivant tout ça, mon prix de construction, mes dépenses, je prends un exemple, je suis à 4 000, sauf que le prix du marché, c'est 2500 mètres carrés. Donc, je n'investis pas chez vous. Donc, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est toujours un savant jeu d'équilibre entre la réalité économique et l'exigence sociale et qualitative de l'opération. Et tout le dialogue, il doit être autour de ça. Il n'y a pas de solution miracle. Le BIB est une méthode d'accompagnement de la division parcellaire. La division parcellaire, c'est le terme générique, c'est la façon de faire place, c'est ce qui se passe. Le BIB, c'est une méthode pour accompagner la division parcellaire. Alors, je ne suis pas un expert en avis de participatif, mais l'exemple que je vous ai montré, c'était pour illustrer le fait que la collectivité ait eu un rôle. Maintenant, il est vrai que la plupart du temps, les collectivités, il ne faut pas tout attendre des collectivités, on est quand même sur quand même des projets privés. Donc, la moindre des choses, c'est que les gens puissent s'accomplir, se débrouiller par eux-mêmes, mais surtout que la collectivité ne soit pas un frein à ce genre de démarche. Voilà. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit la collectivité de tout faire, mais par contre, de pouvoir donner la possibilité d'avoir ce genre d'initiative, c'est toujours intéressant, bien qu'elle soit marginale, mais elle est quand même importante. Donc voilà, c'est déjà par l'aéropage réglementaire ou autre, c'est toujours, des fois pour les entrées idéologiques, c'est toujours bien de le permettre, de le favoriser. Et effectivement, l'exemple, c'était que la collectivité était un petit peu à la manœuvre, je pense qu'elle a dû y voir un intérêt, je ne connais pas exactement le projet, là, je n'ai pas suivi. Mais peut-être qu'elle a dû se dire, tiens, ça vaut le coup de remettre ce patrimoine sur le marché, je vais les encourager, donc j'organiserai des réunions publiques pour qu'ils fassent un peu masse critique pour pouvoir porter le sujet. Après, sur l'habitat participatif par ailleurs, c'est essentiellement le tissu associatif qui s'en saisit, effectivement. Et qui aide justement, d'un point de vue méthodologique, juridique ou autre, financier, les porteurs de projets à structurer les choses qui puissent être pérennes, parce que c'est quand même l'exercice de votre voltige, l'habitat participatif. C'est pas donné à tout le monde. C'est loin d'être aisé.